Mardi 14 mai 2019, bienvenue à cette édition au sommet de l'actualité. Le point de presse du chef de file de l'opposition CFOP qui s'est tenu ce mardi sous la présidence de deux partis politiques. La relance du dialogue politique était au cœur des échanges. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur la télévision de la famille. Je vous l'annonçais donc en titre, la relance du dialogue politique, les attaques contre les différentes communautés religieuses, l'expulsion du DG de la Poste et le déclassement d'une partie de la forêt de Kwa ont été les différents points qui ont été commentés ce jour même au sein du CFOP. Le reportage dans ces images de Jonas Tondé avec la voix de Odette Zongela. Comme à l'accoutumée, ce mardi, le chef de file de l'opposition politique était face à la presse. Après le rendez-vous manqué du 28 avril 2019, le président du Faso a relancé le dialogue politique avec la mise en place d'un comité préparatoire présidé par le ministre de l'administration territoriale et composé de 4 membres répartis entre l'opposition et la majorité. Le CFOP a donc transmis la liste de ses représentants au ministre d'État. Ce comité aura pour mission de proposer une feuille de route pour le dialogue. L'opposition politique réaffirme sa volonté de dialoguer de manière sincère autour des préoccupations majeures du peuple burkinabé. Suite à la mort du prêtre et de ses 5 fidèles catholiques de Dablo, l'opposition politique, tout en présentant ses condoléances, appelle à la vigilance et à la tolérance afin de déjouer les objectifs des terroristes visant à déstabiliser la cohésion sociale. Ces actes criminels visent à créer un affrontement entre les différentes couches socio-religieuses de notre pays. La situation de crise sécuritaire que nous vivons nous appelle à la vigilance, au maintien et au renforcement de la tolérance et du vivre ensemble. C'est pourquoi nous devons travailler à sauvegarder la République et ses valeurs. S'agissant de l'expulsion du directeur général de la Poste au Burkina par ses employés, le CFOP dit ne pas cautionner de tels actes inciviques. L'opposition politique condamne toute attitude qui aurait pour conséquence d'empêcher un citoyen d'accéder à son lieu de travail. De tels comportements, quelles que puissent être les justifications, sont aux antipodes des valeurs qui doivent régir le vivre et le travailler ensemble dans notre pays. Mais encore une fois, le gouvernement est remis en cause. Le premier coupable de ce cercle de violence, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui doit faire preuve de fermeté et surtout d'exemplarité. Le gouvernement est lui-même à l'origine de ces situations parce qu'il a politisé à outrance les postes de direction. Tout en soutenant la construction de l'infrastructure du centre hospitalier universitaire de Bobo-Dioulasso, le présidium, au nom de ses pairs, désapprouve le déclassement d'une partie de la forêt de Kwa au profit de la dite construction. L'opposition convie alors le président du Faso à sonner la fin de la récréation en empêchant la construction du centre hospitalier dans cette forêt qui regorge de nombreuses ressources vitales. Et puis l'Institut Free Africa a tenu hier un panel sur l'impact socio-économique du terrorisme avec 7 chercheurs venus du Mali, de la Mauritanie, du Tchad, du Niger et bien sûr du Burkina Faso. Le cas typique du Burkina Faso, il ressort que le secteur touristique a enregistré une perte de plus de 3,9 milliards de francs CFA entre 2016 et 2017. Et puis faire face au titre des recommandations, les panélistes ont souhaité l'amélioration des rapports entre le public et le privé, le renforcement de la présence de l'État dans les zones propices au terrorisme et la justice dans les passations des marchés. Le reportage dans ces images de Yannick Kaboré et Odette Zongela. C'est extrêmement important qu'on construise la mutualisation, y compris des expériences. Donc il est bon que les autres qui ne sont pas encore affectés soient des points de résilience plutôt que des... Parce que imaginez
Si par malheur, au sud du Burkina, il y a quelqu'un qui est déstabilisé, on est pris maintenant de tous les parts. C'est ça la difficulté. Donc le fait que ces pays restent encore des pays qui ne connaissent pas les attaques terroristes sont très importants, y compris pour notre sécurité. Et quand vous prenez un pays comme le Bénin, le Bénin peut regarder le G5, mais il doit surtout regarder le Nigeria. Le Nigeria est très proche. Vous prenez le Niger, est-ce que le Niger peut organiser sa sécurité aujourd'hui sans regarder son sud avec Boko Haram qui lui vient du Nigeria? Donc effectivement, ce n'est pas un corset qu'il faut organiser le G5, il faut regarder au-delà de ça. La dernière chose que je veux dire, l'avant-dernière chose, d'abord sur la dépense publique. L'homme d'affaires qui a parlé a raison. Il est extrêmement important de savoir qu'on va davantage dépenser, en particulier pour la sécurité. Il faut se poser la question aujourd'hui de cette dépense. Et puisqu'on a des secteurs, des tissus, un tissu économique fragilisé, il faut encore une fois se poser la question de comment on arrive à arriver ça aux priorités des économies locales. C'est fondamental. Ce n'est pas seulement pour tous les secteurs privés, mais surtout pour le secteur privé local. Partout où l'armée se déploie, elle doit demander au niveau local. Partout où on fait des investissements, il faut arriver à construire des résiliences locales. Parce qu'en définitive, le terrorisme est la conséquence des inégalités territoriales formidables que nous avons et des injustices, y compris au niveau territorial, qu'on a organisées dans nos pays. La dernière chose que je voudrais dire, c'est par rapport aux collègues qui disent finalement qu'est-ce qui se passe avec toutes ces recommandations, pourquoi ça n'avance pas, on a fait suffisamment d'études. D'abord, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'études. Encore une fois, nous n'avons pas rencontré d'études sur ces pays-là qui soient bien documentés sur l'impact économique. Donc ça montre que c'est bien dommage qu'on ne vienne que maintenant. Mais le plus décisif, je l'ai dit à d'autres occasions, j'insiste là-dessus, ce qui va faire changer, c'est l'opinion publique. Et l'opinion publique est le meilleur facteur de changement qui soit démocratique. Donc ce qui est en jeu, c'est est-ce que nous allons discuter cela dans le débat public? Est-ce qu'on va partager cette information au maximum pour qu'on prenne conscience que le terrorisme est en train de ronger notre économie et que puisqu'il a rongé notre économie, il va s'alimenter également par les gens qui ont été exclus de l'économie et qu'en conséquence, on va avoir ce cercle vicieux dans lequel nous passons. C'est précisément en construisant des opinions publiques, y compris des opinions publiques régionales, qu'on va permettre effectivement de faire en sorte que nos politiques publiques nationales et régionales soient aux normes. Voilà donc, c'était les propos du directeur exécutif de Free Africa recueillis par Yannick Kaboré et Odette Zonguena. Toute autre chose à présent dans cette édition, le week-end dernier a eu lieu à Réau dans le Sanguier, la deuxième édition du camping biblique des enfants de l'église centrale des Assemblées de Dieu de la région. Temps d'enseignement et de prière au profit des enfants. Moïse Kinda nous en dit plus. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Proverbe 23, verset 26. C'est ce thème qui a réuni les enfants et les moniteurs du temple Mahanaïm de Réau, et la lourde tâche a été donnée au pasteur Fidel Zouma, président national du département enfants des Assemblées de Dieu du Burkina, pour l'exposé du thème principal. Le cœur de l'homme est mauvais. Mon cœur là, si ce n'est pas Dieu, mon cœur là est mauvais. Ton cœur, si ce n'est pas Dieu, si ce n'est pas l'intervention de Dieu, le cœur de l'homme est mauvais. Pourquoi? Dieu connaissant le cœur, Dieu connaissant ton cœur, Dieu connaissant ce que tu peux avoir comme décision, dis, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Moi je veux le changer. Donne-moi ton cœur. Moi je veux le transformer. Donne-moi ton cœur. Ouvre-le vers moi. Dieu veut dire simplement, dis-moi seulement. Il faut me dire, règne dans mon cœur. Règne dans mon cœur. Dieu veut dire, dis-moi, viens. Seigneur, viens. Rentre. Garde. Gouverne. Une activité appréciée vivement par les participants. Je suis heureux parce que le camping des enfants nous a permis d'en savoir plus. Ce qui m'a marqué, ce sont les enseignements. Les enseignements à propos
des jeunes d'aujourd'hui. Et j'espère qu'on se reverra l'année prochaine, s'il plaît à Dieu. Je suis triste pour ceux qui ne sont pas encore, pour ceux qui ne sont pas venus. Ils n'ont pas pu partager ce que nous avons eu. Et selon les organisateurs, le travail ne va pas se limiter seulement à l'église, mais des suivis seront effectués dans les domiciles, les écoles, afin d'aider ces enfants à la mise en application de ces enseignements. Et la particularité, c'est que ensuite nous avons appelé des personnages pour de la prière. Parce que nous nous sommes dit, il faut non seulement donner la parole à l'enfant, il faut l'enseigner, mais il faut aussi prier pour que l'Esprit de Dieu soit à lui, afin de le permettre d'être vainqueur. Notre sous-thème intitulé « La gestion de la sexualité » a été aussi traité par le pasteur Fulgence Nikiema, venu de Koudougou, qui a consacré toute une soirée pour s'adresser aux adolescents et adolescentes. Nous parlons tourisme dans cette édition avec le Congo afin de mettre en lumière l'histoire du site de Loango en RDC. Un colloque de 72 heures a été organisé par l'Institut français du Congo et la Chambre consulaire de Pointe-Noire pour dégager les idées essentielles pour la mise en œuvre de ce projet. Un peuple sans histoire est un peuple sans avenir. Les habitants de Loango connaissent mal leur histoire, enfouis dans le silence coupable des conteurs de récits. Pour mettre en lumière l'histoire de ce site qui a longtemps été un port de déportation de près de 8 millions d'esclaves, un colloque de 3 jours a été organisé par l'Institut français du Congo et la Chambre consulaire de Pointe-Noire en République du Congo. Disons, il faudra que déjà que la conscience collective puisse faire l'effort de s'approprier cette dimension de la ville, du royaume de Loango, dans le contexte du commerce triangulaire des Noirs et dans le contexte du projet Route de l'esclave programmé par l'UNESCO pour transmettre cela non pas seulement à nous-mêmes, mais à toutes les générations. Ce colloque a aussi été l'occasion de découvrir toute l'immensité de la richesse culturelle de la civilisation précoloniale, richesse qui existait déjà dans cette région de la côte atlantique et qui a abrité à partir du XVe siècle un royaume, celui de Loango. Une étude est menée depuis 2008 en vue d'inscrire le site dans la liste du patrimoine mondial de l'humanité, même si certains restent sceptiques. Je pense que c'est la volonté politique qui manque le plus. Et j'ai l'impression que les gens ne se sentent pas concernés. Ils ont d'autres soucis, leurs priorités sont ailleurs, manifestement. On nous parle de la culture, mais est-ce que la culture intéresse vraiment les gens ? Les autorités, quant à elles, restent formelles. Elles disent vouloir mettre en valeur le tourisme de mémoire afin de profiter de ce marché en plein essor. Hautement conscient de cette nécessité, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a lancé les bases d'un grand colloque international sur Loango et élaboré le projet ambitieux d'une cité africaine des arts entourée de musées en plein air, enchâssant le site dans un cocon culturel et mémoriel. En attendant sa réalisation, il est plus que temps d'impulser au Congo et en particulier à Loango ce que l'on appelle désormais le tourisme de mémoire. Une mémoire qui clignote déjà de l'autre côté de l'Atlantique où la diaspora, des descendants d'esclaves, se sont lancés dans le projet de la reconnaissance ancestrale par le biais de tests ADN. La valorisation du site de Loango, l'un de leurs ports d'embarquement, reste un défi majeur à relever pour que la route de non-retour donne plutôt accès à un retour aux sources. Et puis au Soudan, l'armée plaide la relance des négociations avec les civils. Elle a donc proposé de reprendre les discussions sur un transfert du pouvoir à une autorité civile, a annoncé samedi dernier la coordination du mouvement de protestation au Soudan. Après des semaines de blocage sur la composition d'un organe directeur intérimaire, les pourparlers entre militaires et mouvements de protestation au Soudan ont repris ce lundi.
Cette décision fait suite à la menace des forces pour la liberté et le changement d'amorcer un mouvement de désobéissance civile. Les porte-paroles du mouvement de protestation et du Conseil militaire de transition sont entrés en négociation ce jour avec en toile de fond l'espoir de parvenir à une transition civile. Transition qu'ils espèrent obtenir dans les 72 heures par un accord. Les deux parties divergent notamment sur la composition d'un organe appelé à remplacer le Conseil militaire. L'ALC veut qu'il soit dominé par les civils tandis que l'armée cherche à ce qu'il comprenne une majorité de militaires. Autre point de divergence, la charia. Les généraux au pouvoir veulent la garder comme source de législation, ce que les contestataires ne voient pas d'un bon œil. Jusque-là, les revendications des manifestants en faveur d'une autorité civile chargée de superviser la transition au Soudan est restée lettre morte. Dernier élément avant de refermer cette édition, en Libye, l'Union européenne condamne l'offensive de Haftar ayant été qualifiée de menace pour la sécurité internationale. Les ministres de l'Union européenne appellent à la désescalade de la lutte en Libye. Fayez al-Serraj, premier ministre libyen soutenu par l'ONU, a rencontré lundi à Bruxelles des responsables de l'UE où les ministres des Affaires étrangères des États membres du bloc devraient discuter de la crise libyenne. Nous soutenons fermement l'idée d'une solution négociée et politique. Nous sommes préoccupés par les affrontements, y compris les affrontements militaires, et nous indiquons très clairement que l'Union européenne encourage la désescalade de la lutte en Libye. La France a réitéré son appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat. Nous sommes sur une ligne claire, il faut le cessez-le-feu immédiat, sans précondition. Éventuellement sur surveillance internationale, puisque c'est le souhait du président Sarraj, et puis rentrer dans le processus politique qui était en fait assez proche d'un dénouement positif lors de la rencontre d'Abu Dhabi entre le président Sarraj et le maréchal Haftar. La dernière flambée de violence dans ce pays d'Afrique du Nord a commencé il y a un mois lorsque le commandant de l'Est, Khalifa Haftar, a lancé une offensive aux alentours de Tripoli. L'ONU a déclaré que plus de 440 personnes ont été tuées et des dizaines de milliers de civils déplacés. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Toute l'équipe de production et moi vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente suite de programme sur Canal Vimkwega. Demeurez bénis en Christ Jésus.